Bonjour et bienvenue dans le podcast qui rassemble spiritualité et entrepreneuriat. Je suis Loïc Schneckenburger, mentor et créateur d'espaces de transformation. Mon intention est d'ouvrir ici des pistes de réflexion, d'aider les hommes à accéder à leur puissance personnelle pour qu'ils réalisent leurs objectifs ambitieux et atteignent une vie épanouie et pleine de sens. Alors plongeons ensemble dans les secrets vers notre grandeur. Bienvenue dans Arcade. J'attaque cet épisode avec beaucoup de joie aujourd'hui parce que le sujet m'inspire énormément. Je vais commencer par dire que j'ai eu beaucoup de crises d'ego, et je pense que je vais pas être tout seul dans cette histoire, qui m'ont conduit à beaucoup de mauvaises décisions dans mes business, qui m'ont conduit à beaucoup de disputes dans mon couple, et beaucoup de challenges d'une manière générale dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Et ce qui m'a aidé, c'est deux choses. La première chose, c'est de faire ce premier travail sur l'ego. Pas de le guérir, de le corriger ou de le chasser, non. Vraiment juste de le mettre en lumière. Et de comprendre qu'il y a un petit truc qui se promène en nous et qui de temps en temps prend les rênes et nous fait dire des choses ou nous fait faire des choses qui nous ressemblent pas. Je suis persuadé que vous allez vous reconnaître dans certaines choses que vous avez pu vous-même dire ou faire et juste quelques instants plus tard, vous faire la réflexion à l'intérieur de c'est pas moi ça. C'est pas ce que je veux offrir au monde, c'est pas ce que je veux m'offrir. Alors pourquoi j'ai dit ou alors pourquoi j'ai fait ce que je viens de dire ou ce que je viens de faire? C'est emmerdant. Et juste de comprendre que c'est OK et que c'est une peur, une colère, une frustration, quelque chose qui ne nous appartient pas, peut-être même du transgénérationnel, qui prend les rênes à ce moment-là. Donc ça, pour moi, ça a été ma première étape qui m'a simplement donné la compréhension et déjà m'a apporté beaucoup d'apaisement. La deuxième étape donne les outils. La théorie de cette technique est très simple. Elle consiste à dire qu'en chaque homme résident 4 énergies qui peuvent être soit très constructives, soit très destructives. Donc c'est un épisode qui va plutôt s'adresser aux hommes et à comment atteindre leur véritable puissance, à devenir pleinement souverains d'eux-mêmes. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'outils pour les femmes, mais j'ai pas suffisamment étudié le sujet dans sa version féminine pour pouvoir en avoir la certitude. Donc épisode plutôt pour les hommes aujourd'hui. Ces 4 énergies sont 4 personnages, un peu plus fantaisistes on va dire, qui sont le guerrier, l'amant, le roi et le magicien. Pour faire simple, le guerrier va fournir tout ce qui est autour de l'action, de la prise de responsabilité et de la discipline. L'amant, lui, va se connecter à ses émotions, ça va être le passionné. Pourquoi il le fait? Ça va être sa connexion avec les autres et avec lui-même. Comment il peut mettre au service sa vulnérabilité, au service de ses projets. Le roi, lui, représente au sein de l'homme son leadership, sa sagesse et l'ordre qu'il va être capable d'amener dans sa vie et dans son foyer. Et pour terminer, le magicien symbolise la vision, la connaissance, l'apprentissage et la perspicacité. Quand un homme canalise ces 4 énergies de manière constructive, on parle d'un homme intègre, et même d'un homme intégré. Car il est puissamment au service de ses projets, au service de sa famille, au service, bref, de ce qui compte pour lui. Et ce sont ces hommes-là qui transforment réellement le monde, qui transforment réellement leur monde en tout cas, et qui vont impacter l'humanité à leur échelle. Donc c'est le sujet de ce podcast, de comprendre comment on peut cheminer sur cette voie en apprenant à utiliser les bons outils. Et aujourd'hui, je vais vous parler du guerrier, comment il m'aide, comment il m'a aidé à concrétiser ce qui fait sens pour moi et apporter les résultats que je recherche. Il y a 4 points à retenir pour cultiver son guerrier intérieur. Le premier point, c'est le passage à l'action, évidemment. Vous n'avez qu'une seule attitude à adopter face aux difficultés, c'est de face et vers l'avant. Ça, c'est l'énergie du guerrier. On se pose pas trop de questions, surtout pas, puisque la réflexion mène au doute, le doute mène à l'hésitation mène à l'inaction, et l'inaction mène à la mort. C'est clairement cette énergie qui circule en nous. Quand on le comprend, on s'apaise déjà beaucoup plus. Nous sommes des hommes, nous avons besoin de canaliser tout ceci grâce au passage à l'action. Les femmes, elles aussi, ont ce besoin-là, mais il est beaucoup plus subtil. Nous, c'est pas subtil. Faut qu'on y aille. Faut qu'on mange du gravier. Faut qu'on soit sur le terrain. Il faut qu'on gueule avec nos épées brandies bien haut. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est fait. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai arrêté de me poser 1000 questions et j'avance. C'est peut-être con. C'est peut-être une vieille phrase de dev perso qu'on peut entendre partout sur TikTok et Instagram, mais faut la vivre à un moment donné. Faut se retrousser les manches et faut y aller. Donc le premier conseil pour moi, ça a vraiment été cette capacité à écarter mon ego du chemin et plutôt que de dire j'ai peur ou je doute, d'être capable de dire il y a quelqu'un en moi qui expérimente la peur et le doute. Qu'est-ce qu'il peut y faire à ce sujet?
de ne plus parler en je, mais de parler en il à ce moment-là. Pour vous confier mon histoire personnelle, ça a été vraiment mon plus gros challenge, c'était la peur. La peur d'échouer, de pas être à la hauteur, de manquer d'argent, toutes ces peurs-là qui m'ont paralysé de différentes manières. J'en ai 3 qui me viennent en tête. Ça a été la multiplication du nombre de siestes que j'étais capable de faire par jour. Alors des micro-siestes, certes, quand bien même il y a eu des ratés certaines fois, ou ça a été aussi de me faire croire que j'avais besoin de déconnecter pour aller me multiplier les sessions de jeux vidéo et d'y passer vraiment plusieurs heures par jour. Ou le pire, ça a été la procrastination active. La différence entre l'active et la passive, c'est que la passive, on fait juste pas ce qu'on a à faire. On fait autre chose, on fait la sieste par exemple. On fait demain, on fera demain. La procrastination active, c'est de faire ce qui n'est pas censé être fait. Par exemple, à l'époque, quand j'étais coach de fitness, je devais tourner des vidéos pour mes clientes ou pour les réseaux, tout simplement. Et plutôt que de faire ça, je pinaillais sur le titre, je pinaillais sur la miniature, sur le logo, je pinaillais sur le script. Des fois, je me suis inventé même, à un moment donné, que j'avais besoin d'un prompteur. Donc j'ai acheté un prompteur, et le temps qu'il arrive, et ça a repoussé tout ça de plusieurs semaines. Donc procrastination active, et ça c'est dangereux. L'outil qui m'a vraiment sorti de ça, c'est la to-do, mais pas n'importe quelle to-do. C'est la matrice d'Eisenhower. Pour ceux qui connaissent, faites-le. C'est vraiment révolutionnaire, mais alors faut s'astreindre à le faire correctement. Et trouver un système qui va vous permettre de le faire. Et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le présenter très rapidement. La matrice d'Eisenhower, c'est une to-do sous stéroïde, où en gros, vous allez prendre une feuille, vous allez faire un tableau. Dans ce tableau, il y a que 2 lignes et 2 colonnes. La première colonne, c'est urgent, la deuxième colonne, c'est pas urgent. La première ligne, c'est important, la deuxième ligne, c'est pas important. Du coup, vous allez vous retrouver avec un tableau de 4 cases, et dans ces cases-là, c'est très simple. Ce qui est en haut à gauche, c'est ce qui est urgent et important, c'est ce qu'il faut faire tout de suite, c'est la top priorité. En haut à droite, vous avez ce qui est pas urgent, mais ce qui est quand même important. Alors là, du coup, c'est pas très grave, vous savez que ça doit être fait, mais que ça n'a pas besoin d'être fait tout de suite, donc il faut simplement le planifier. En bas à gauche, vous allez vous retrouver avec ce qui est urgent et ce qui est pas important. Donc là, c'est un peu emmerdant parce que ça doit être fait rapidement, mais c'est pas si important que ça. Donc, faut juste le déléguer. Faut se trouver un prestataire ou faut le confier à quelqu'un d'autre, mais pas vous, parce que c'est pas votre rôle majeur de le faire. Peu importe votre entreprise, il y aura toujours quelqu'un à qui vous pourrez déléguer quelque chose. Vive Fiverr. Et la dernière case, celle en bas à droite, c'est ce qui n'est ni important, ni urgent, et que ça, pour le coup, faut simplement s'en débarrasser, ou alors éventuellement le faire à la toute fin quand toutes les autres cases sont vidées. Par exemple, dans ma société immobilière, là, la dernière qui est en date, c'est qu'on doit créer une annonce pour notre nouvel appartement. Donc celui-là, faut le faire tout de suite, c'est urgent, c'est important. Plus l'annonce sera mise en ligne tôt, plus on va pouvoir faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc c'est important parce que le chiffre d'affaires en dépend directement, et c'est urgent parce que il en dépend le plus tôt possible. Un deuxième exemple, ça va être de former mon équipe au nouveau logiciel qu'on va utiliser. Ça, c'est hyper important parce que toute l'équipe doit être formée, mais c'est pas urgent parce que le logiciel, il arrive pas tout de suite. On a le temps de se préparer, j'ai encore des choses à préparer. Donc à ce moment-là, je le planifie et c'est très bien. S'il faut, par exemple, qu'on remplace un meuble dans un de nos appartements, parce que le locataire il va pas être content, donc ça pour le coup c'est urgent, il faut que ça soit fait vite, mais c'est pas important, ça n'a pas un impact direct sur le bénéfice de la société ou sur sa santé à l'instant T. Donc je le délègue à quelqu'un, je le délègue à un prestataire. Dernier cas pour finir cet exemple, un propriétaire qui veut un 12e rendez-vous pour un énième truc qu'il a pas compris et que de toute façon il veut faire du hors-piste avec son annonce, à ce moment-là, on va pas le faire. Ou alors on va le faire une fois que tout le reste sera géré. Ça, c'est un exemple concret, et j'ai même un Notion qui automatise tout ça, qui va chercher toutes mes to-do un peu à droite à gauche, et qui va les regrouper dans ma matrice, et comme ça, quand j'ouvre mon Notion, en un clin d'œil, je vois tout de suite ce que je dois faire, ce que je dois planifier, ce que je dois déléguer, et ce que je dois dégager. Et tout ça, rien qu'en le respectant, on s'assure que le projet, il est sur les rails et qu'il avance toujours, tout droit, toujours très vite. C'est quelque chose qui va nous rassurer, nous, les hommes. Et moi, ça me rassure quand je vois que le projet, il avance, que je suis pas dans la frustration, dans la colère, dans le fait de râler ou autre. Ça, c'est important. Ça, le guerrier, pour accéder à votre énergie, il faut faire, il faut pas râler. Il faut assumer pleinement les responsabilités de ce que vous avez envie de voir naître, du projet que vous avez envie de créer. Ça, c'était le premier point. Ça me fait la transition vers le deuxième point, parce que vous pouvez pas avoir une réelle envie et de prendre réellement vos responsabilités si pour vous la cause n'est pas assez juste, n'en vaut pas assez la peine. Si vous le faites, par exemple, comme moi, longtemps dans la peur du manque d'argent, donc vous allez le faire dans la peur et vous allez le faire aussi dans l'argent. Les deux causes que vous allez faire ressortir de cette croyance limitante, c'est la peur et c'est l'argent. Donc c'est pas une cause en fait, c'est juste une peur. Moi, ma cause aujourd'hui, j'en ai plusieurs, vous pouvez en avoir plusieurs,
une, deux, trois, pas des masses non plus, parce qu'il ne faut pas confondre horizontalité et verticalité. C'est-à-dire que si vous faites trop large, si vous ratissez trop de choses, à ce moment-là, vous allez vous perdre et vous allez rien concrétiser. Le guerrier, canaliser votre énergie du guerrier correctement dans la verticalité, c'est vous confronter suffisamment profondément au problème pour réussir à devenir excellent dans ce problème. Mon mentor m'a dit une phrase un jour qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête et qui a changé beaucoup de mes comportements. Il m'a dit, Loïc, quand je t'observe, je vois qu'à chaque fois que tu t'apprêtes à devenir excellent, tu switches et tu changes de projet. Et qu'au final, tu ne deviens jamais excellent dans aucun domaine. Alors ça, pour moi, chute libre de mon ego parce que c'est précisément ce que je vends, l'excellence. J'ai été coach sportif, j'ai monté des franchises, j'ai monté des boîtes, enfin bref. Et là, je me rends compte, je me dis, bah oui, j'aurais pas autant d'activités et j'aurais pas autant de problèmes dans toutes ces activités-là si j'avais été capable de me canaliser sur une ou deux activités. Donc, ne pas confondre horizontalité, à faire plein de choses et pas faire grand-chose, et verticalité, creuser profondément, et quand la roche deviendra plus dure, remonter, prendre les outils nécessaires pour aller creuser encore plus profondément. Ne pas s'arrêter à la première difficulté donnée pour s'adonner à autre chose. L'excellence s'apprend dans la profondeur, dans la répétition et dans la discipline. Donc pour terminer cette deuxième idée, d'avoir un pourquoi suffisamment fort, d'être loyal à une cause, loyal à une mission, loyal à sa famille, ou loyal à une idée qui vous appartient et qui est propre à vous-même, peu importe, mais il faut que ça fasse sens pour vous. Si vous le faites uniquement dans la peur ou dans l'argent comme ça a été mon cas, vous allez abandonner trop vite, trop tôt. Et peut-être même faire encore pire, c'est-à-dire tomber dans l'aversion à la perte, chose qui a été mon histoire pendant des années. L'aversion à la perte, c'est quoi? C'est cet effet au casino. Quand on mise beaucoup et qu'on a perdu de l'argent, on a envie de se refaire, on a envie de jouer et de se dire, j'ai pas pu mettre autant d'argent pour perdre. Donc je vais mettre encore un peu plus d'argent parce que je suis persuadé que si j'en mets encore un peu plus, au bout d'un moment, je vais gagner. Et des fois c'est vrai, mais des fois c'est aussi faux. Ça s'appelle l'aversion à la perte. C'est aussi vrai quand on investit du temps. Quand on commence à investir suffisamment de temps dans un projet et qu'on n'a pas encore de résultat, on a cette aversion à la perte de se dire oui, mais si je mets encore un tout petit peu plus de temps, là, donne-moi encore quelques semaines, quelques mois, donne-moi encore un an et je suis persuadé que j'y arrive. Ça fait 3 ans que je suis sur le projet, ou alors ça fait 3 mois que je suis sur le projet, peu importe le projet que vous avez en tête, attention à l'aversion à la perte. Et ça me fait une transition parfaite pour le troisième point du guerrier, c'est la discipline et la persévérance. À ne pas confondre avec la motivation ou la détermination. La motivation, c'est juste le starter. C'est ce qui va vous donner le pic. Peut-être que certains d'entre vous, après avoir écouté cet épisode-là, ils vont avoir le feu et vont se dire « Yes, Matrix d'Eisenhower, Notion, allez, c'est parti, tac, tac, tac ». Et vous allez faire, et c'est parfait, puisque vous allez avancer au service du projet qui fait sens pour vous. Mais est-ce que ce sera toujours vrai dans 3 semaines? La réponse est probablement non, si vous n'avez pas la bonne discipline. Donc la motivation, c'est très bien, mais c'est juste le starter de la voiture. Qu'est-ce qui fait tourner la voiture? Elle a besoin qu'on mette le contact au départ, oui, mais ce qui la fait réellement avancer, c'est le carburant. Le carburant, c'est votre discipline. Pareil pour la détermination et la persévérance. Détermination, c'est au début, persévérance, c'est à long terme. D'accord? Donc, le guerrier, accéder à votre plein guerrier, c'est d'être capable de canaliser cette motivation pour en faire une discipline rodée. Et ça va être un point vraiment important. Réussir à sortir de ce schéma où tout le monde se croit unique pour revenir dans plus d'humilité et se dire, ok, je suis pas différent des autres milliards d'humains sur Terre. Moi aussi, j'ai des pics de motivation. Moi aussi, j'ai besoin de discipline et de rigueur. Et c'est seulement en canalisant ça que je vais y arriver. Je vais vous donner une phrase qui est censée faire ce déclic-là. C'est, de toute façon, je vais mourir. Cette phrase-là est ultra puissante. Et votre énergie de guerrier en vous la comprend pleinement, non pas comme quelque chose qui est démotivant, mais au contraire comme quelque chose qui est extrêmement inspirant. Parce que le guerrier, lui, il sait à quel point ses jours sont comptés, à quel point il n'a pas le temps de niaiser, comme diraient certains, et que ça le comble d'une force vitale sans pareil, qui est complètement inconnue des autres. Parce que lui, il a compris. Allez voir les Japonais, interrogez-les sur le Bushido, et vous allez comprendre que ce peuple tout entier est issu d'un peuple guerrier. Regardez à quel point ils cartonnent avec les shonen ou les mangas. Ils ont parfaitement cerné cette énergie du guerrier et ils ont complètement réussi à retransmettre ça au reste du monde. Ça doit être vrai pour plein d'autres civilisations, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Donc apprenez comment focus votre corps et votre esprit. Par le biais de temps de méditation, de lucidité, de travail respiratoire, de pratiques sportives évidemment. Moi-même, je suis tombé dans le piège bien plus fort que les autres, puisque je suis moi-même coach sportif, que j'ai été instructeur fédéral de karaté, donc tout ce qui est corps, esprit, tout ça, j'ai cru que ça me connaissait. Mais en fait,
Entre maîtriser les outils théoriques et les appliquer concrètement au quotidien pour que ça ait un impact chaque jour, il y a un vrai fossé. Parce que des outils, j'en connais des centaines, voire peut-être même des milliers. Mais trouver le bon, qui me permet d'avancer tous les jours au quotidien et de créer cet engouement, de créer cette énergie vers l'avant, bah c'est encore différent. Certains ont besoin de prendre des coachs pour ça. Certains, comme moi, ont eu besoin de devenir coach et de gâcher, entre guillemets, des années à essayer de comprendre et d'expérimenter pour trouver le truc qui va leur convenir. Donc ça, c'était mon piège à moi. Quatrième point, pour savoir comment accéder à votre guerrier dans sa pleine puissance, c'est de ne pas vous confondre avec le héros. Vous n'êtes pas un héros. Car si c'est ce que vous croyez, à ce moment-là, vous n'êtes pas encore des hommes, tout simplement, vous êtes encore coincé à votre adolescence. Car le héros est romantique, dramatique et se croit invulnérable. Le héros, au contraire du guerrier, il ne fait pas les choses pour lui-même et son projet et sa cause. Il fait les choses pour lui-même, oui, mais dans l'orgueil de vouloir le montrer aux autres de regardez comme je fais, regardez comme je vous sauve, regardez comment, grâce à mes actions, vous êtes en sécurité. Je vous ai sauvé du monstre, de la bête, de tout ce qu'il y a à sauver, mais surtout remerciez-moi. C'est ça, le piège du héros. Parce qu'en plus, son plus gros défaut, c'est qu'il se croit invincible. Alors que le guerrier, lui, il connaît parfaitement ses limites, et il va utiliser uniquement l'énergie strictement nécessaire pour atteindre son objectif. Il va pas en faire plus, il va pas en faire des caisses, et il va passer à la suite. Le héros, lui, c'est l'inverse. Il va en faire des caisses. Il va en faire beaucoup plus. Plutôt que simplement trancher la tête du monstre, il va bien s'occuper de faire un salto juste avant, pour que ça soit impressionnant. Voilà. Ça, c'est ça, le piège. Donc, meilleur feedback de ma propre expérience. N'essayez pas de mettre plus d'énergie que ce qui compte vraiment. Et surtout, faites-le pour vous-même et pas pour impressionner. Vous pouvez le faire pour les autres, mais pas pour les impressionner et pas pour les sauver. Questionnez-vous réellement sur la profondeur de ce que je viens de dire. Une fois que vous avez accédé à votre guerrier, la suite logique serait de vouloir le connecter aux différentes énergies. Et c'est une excellente chose. Une fois que vous avez accédé à votre guerrier, dites-vous qu'en le connectant avec vos 3 autres archétypes, vous allez créer des nouvelles saveurs dans votre personnalité. Quand vous le connectez correctement avec votre roi, vous devenez un leader incarné. Quand vous le connectez correctement avec votre magicien, vous devenez un visionnaire, un stratège. Et quand vous le connectez avec votre amant, à ce moment-là, vous devenez un passionné. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ce que ça peut changer dans votre vie si vous incarnez pleinement ces énergies-là et que vous devenez le leader, le visionnaire, le stratège, le passionné? Ça change beaucoup de choses. Et pour ça, pour ne pas tomber dans les pièges, il faut surveiller les ombres. Donc je vous ai présenté les 4 points qui permettent d'accéder au guerrier, c'est-à-dire passer à l'action, se mettre au service d'une cause, avoir de la discipline et de la persévérance, et en dernier, ne pas se confondre avec le héros. Quand vous suivez bien ces 4 points-là, selon mon expérience, je sais que mon guerrier est à son plein potentiel quand ma to-do avance correctement, que je râle pas pour le faire et que je prends mes responsabilités. Parce que spoiler, là dernièrement, j'ai eu des petites écartades, j'ai beaucoup râlé. Comme par hasard, ça crée des disputes au sein de mon couple. Comme par hasard, ça remet un cycle de questionnement, de doute et d'inactivité dans lequel faut s'extirper ensuite, hein, c'est le marais, donc ensuite pour réussir à ressortir des marasmes, il y a encore plus d'efforts à fournir. Donc le plus simple, c'est simplement de pas y aller. Comment on n'y va pas, on prend ses responsabilités. Et ça plaît à nos partenaires parce qu'on va créer un cadre qui met tout le monde en sécurité, nous y compris. Et ça, c'est hyper important de prendre cette responsabilité par rapport à ce qu'on produit. Ok, donc comment on chemine vers le guerrier et surtout comment on sort de nos ombres? Parce que c'est pas simplement je veux créer et manifester cette énergie en moi, c'est pas du tout ça. L'énergie est déjà présente en nous. Soit elle est présente déjà sous sa forme de guerrier, soit elle est présente sous la forme de l'une de ces 2 ombres. Dans les 4 archétypes, il y a une ombre qui est en excès de cette énergie et il y a une ombre qui, elle, au contraire, n'arrive pas du tout à accéder à cette énergie. Dans le cas du guerrier, l'ombre qui est en excès d'énergie devient un sadique et l'ombre qui n'arrive pas du tout à y accéder devient un masochiste. Donc pareil, je vais vous donner les clés qui vont vous permettre d'identifier là, tout de suite, dans quelle ombre vous pouvez être pour réussir à canaliser, à revenir dans une énergie beaucoup plus puissante, et vous allez le sentir de toute façon quand c'est le guerrier qui est canalisé. Donc sur les 4 points de vue sadique, on trouve les comportements contrôlants, l'absence de compassion, la recherche de conflit et le travail acharné. Pour aller un peu plus en détail dans les comportements contrôlants, c'est quand vous êtes un manipulateur et que vous cherchez à tout prix à faire en sorte que les autres fassent exactement comment vous souhaitez qu'ils fassent, que vous les empêchez de cheminer selon leur propre voie pour leur appliquer vos règles à vous.
Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de coachs ou de thérapeutes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Les métiers qui sont concernés, c'est vraiment les métiers de sauveurs, entre grosses guillemets. C'est-à-dire tous les ministres, les médecins, les thérapeutes, les coachs, les avocats, tous ceux qui travaillent littéralement jour et nuit pour combler des trous physiques et émotionnels des autres et qui se sacrifient eux-mêmes pour sauver la cause des autres, mais pas la leur. Et que dans le process, nous, on génère beaucoup de peine pour nous-mêmes et on en fait beaucoup aussi aux autres. Ça, c'est un comportement contrôlant doublé d'un travail acharné du sadique qui va passer sa vie à essayer de sauver les autres, à les manipuler pour faire comme il veut que ça soit fait, mais aussi qui va les attaquer, les rabaisser et qui va se complaire dans le fait de se sentir supérieur à ce moment-là, en fait. Personnellement, j'ai longtemps écrasé mon entourage pour m'approprier leurs rêves, pour m'approprier leurs projets, où je voulais à tout prix travailler avec eux, pour que ça soit fait à ma manière, parce que je voulais les sauver, je voulais les aider. Parce que je voyais que soit ils avaient des problèmes pour passer à l'action, soit quand ils passaient à l'action, ils avaient des problèmes pour monétiser leur projet, soit quand, voilà, il y avait toujours un problème que je voulais manipuler, réussir à résoudre pour réussir à sauver. Et en fait, là-dedans, on est dans un sadique. Ensuite, l'absence de compassion et la recherche de conflits. Pour les cas les plus avancés, il y a vraiment le fait de se complaire dans ce carnage émotionnel. Je vous prends un exemple très simple. Vous êtes avec votre partenaire et vous lâchez une punchline. Et en lâchant cette punchline, vous savez que ça va partir au clash. Et pourtant, elle franchit quand même vos lèvres. À ce moment-là, c'est le sadique qui prend les rênes, qui se met dans la recherche de conflit, qui se met dans l'absence de compassion, parce que c'est plus facile pour lui d'être en colère et de se faire croire que de toute façon votre partenaire ne vous mérite pas, plutôt que de comprendre les responsabilités que vous refusez de prendre. Et du coup, c'est plus facile à ce moment-là pour le sadique d'écarter complètement le guerrier et de se complaire dans un carnage et de se complaire dans de la dispute. Vous vous reconnaissez dans votre sadique quand vous avez toujours une épée émotionnelle dégainée, que la moindre réflexion, le moindre petit geste est mal interprété et donne lieu à plus de remarques déplacées, ou donne lieu même à des punitions disproportionnées. C'est-à-dire que vous allez réagir de manière hyper excessive aux erreurs qui sont commises en face de vous, que ce soit dans le pro ou dans le perso toujours. Et il y a une phrase qui va vraiment vous faire reconnaître en tant que sadique, c'est no pain, no gain. Parce que comme vous êtes des travailleurs acharnés à ce moment-là en tant que sadique, il faut aller chercher la douleur pour avoir le gain. Sauf qu'à ce moment-là, le guerrier, lui, dans sa pleine puissance, il sait qu'il n'y a pas nécessairement besoin de douleur. Il sait qu'il y a juste besoin de faire la juste chose. Et que la juste chose est souvent synonyme de beaucoup de joie. Pas nécessairement des épreuves douloureuses. Alors certes, il peut y en avoir. Mais lui, le sadique, la différence, c'est qu'il croit qu'il n'y a que de la douleur pour arriver au résultat. Regardez tous les business coachs influenceurs sur Instagram qui vous disent que pour réussir, il faut se lever à 5 heures du matin, faire son miracle morning, manger que des brocolis, arrêter de sortir avec ses amis, se coucher à minuit, dormir à peine 5 heures et recommencer le lendemain. Enfin, c'est du délire. Et là, je prends un cas extrême et je l'exagère. Mais tous les business coachs vendent la difficulté maintenant pour profiter plus tard. Donc pour sortir de cette recherche de conflit, de ce travail acharné, etc., il y a un exercice très simple qui, moi, m'aide beaucoup, que je fais aujourd'hui, que je continue à faire. C'est un exercice d'image miroir. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous allez vite comprendre de quoi je vous parle. En fait, vous allez vous imaginer vous dédoubler plusieurs fois. Donc vous allez imaginer un premier double qui va apparaître à côté de vous et qui va vous regarder en train de jouer la scène. Si vous êtes en train de vous disputer, si vous êtes en train d'avoir peur, si vous êtes en train de paniquer, peu importe, dès que ça commence à être un peu difficile, hop, image miroir, observez-vous à la troisième personne, et là, à ce moment-là, vous allez certainement vous juger et commencer à relativiser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous refaites une image miroir. Vous redédoublez de ce double qui est déjà là, qui est déjà apparu. Vous en refaites comment on dit, un double d'un triple. Je sais pas comment ça s'appelle, mais un triplon, un doublon, bref. Vous refaites une nouvelle image miroir. Et là, en fait, vous allez vous observer, en train de vous observer. Et ça, c'est ultra puissant parce que là où le premier observateur, il va relativiser, mais être jugeant par rapport à la scène, le deuxième observateur, lui, il va commencer à en rire, il va commencer à comprendre l'absurdité de la situation, et relativiser à un point tel que ça peut cut instantanément votre sadique ou votre masochiste en vous. Quand vous avez réussi à choper cette émotion chez le deuxième observateur, chez la deuxième image miroir, vous les ramenez les deux en vous, pouf, et vous les ramenez avec vos émotions. Comme ça, vous allez aussi ramener la vision du deuxième observateur qui était là à attendre les bras croisés, à se dire bon, ce con là, c'est quand qu'il la prend dans ses bras parce qu'il en a qu'une envie, c'est de la prendre dans ses bras. Donc pourquoi il reste là à faire semblant d'être en colère? Enfin, c'est bon, on passe à la suite. Le vrai Loïc, c'est pas le Loïc qui a envie de s'engueuler. Le vrai Loïc, c'est celui qui a envie de prendre sa femme dans ses bras et c'est celui qui a envie de chiller devant Netflix le temps d'une soirée, ou c'est celui qui a envie de danser et de faire la fête et d'être joyeux en fait. Donc je le regarde, je vois que c'est pas lui là tout de suite qui est aux commandes, on laisse passer.
Et en fait, de juste faire cet exercice, ça va passer d'un coup beaucoup plus vite. Moi, j'ai un autre problème, c'est que quand je tombe trop profondément dans la colère, j'ai vraiment du mal à en ressortir. Mais cet exercice-là m'empêche de tomber trop rapidement dans la colère. Parce que ça, c'est un truc chez les hommes où la colère réprimée est très difficile à canaliser. J'ai découvert ces dernières années que moi-même, j'avais beaucoup de colère en moi, et que c'était un des outils qui me permettait de ne pas la laisser prendre les rênes à ce moment-là, pour pouvoir plus tard la canaliser différemment. Donc ça, c'est pour l'énergie du guerrier en excès. De l'autre côté du triangle, l'ombre qui n'arrive pas du tout à accéder à cette énergie, c'est le masochiste. Le masochiste, pareil, en 4 points, c'est l'autosabotage, c'est l'absence de limite, c'est la validation par la souffrance et la passivité. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'autosabotage, en gros, il va projeter l'énergie du guerrier que lui-même n'arrive pas à accéder sur tous les autres. Il va l'avoir chez tout le monde, sauf chez lui. Et du coup, consciemment ou inconsciemment, il va s'auto-saboter, il va se blesser, il va se dévaloriser, parfois même à voix haute, en fait, et il va s'enfoncer dans son impuissance. Ça, c'est un homme qui est dans son maso. Il va pas mettre de limites, c'est-à-dire chez les autres et chez lui-même, il va s'autoriser et autoriser les autres à ne pas se faire respecter. Ensuite, il croit que souffrir et endurer les difficultés, c'est ça qui va lui rapporter la reconnaissance ou l'amour qu'il cherche, et que du coup, il va faire des sacrifices excessifs, il va mettre le besoin des autres avant les siens, même si ça lui cause à lui grave du tort, et il sera quand même surpris quand les autres ne seront pas capables de faire l'inverse dans son sens à lui. Comme ça, il se complaît dans cette victimisation totale et absolue. Pour ceux qui connaissent le triangle de Cartman, il se met par défaut tout le temps dans la position de la victime. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Il va être capable de dire des phrases du style moi je fais tout ça pour toi et toi t'es pas capable de faire ça pour moi. Et du coup ça va créer du passif-agressif entre aussi d'un coup entre le maso et le sadique, parce qu'en fait il est tout à fait possible, c'est vraiment un triangle, c'est complètement possible de passer du maso au sadique sans jamais passer par la pointe du guerrier. Jamais, 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 et de graviter dans ces sphères basses de sadique, maso, et de complètement ignorer son guerrier. On a des hommes qui malheureusement meurent en étant la majeure partie de leur vie dans leur sadique ou dans leur masochiste. Il y a des exemples bien connus. Dark Vador, c'est l'incarnation du sadique. À la moindre erreur de ses soldats, il les bute. En fait, il cherche même pas. Punition disproportionnée. On a l'amiral Ozzel, je crois de mémoire. Il fait une erreur face aux rebelles. Dark Vador, il cherche pas à comprendre. Il lui explique même pas le pourquoi du comment. Il le bute avec la force, stylé, impressionnant. Donc, on est dans tous les penchants hyper néfastes. Un autre exemple bien connu chez le masochiste, c'est Ross Geller dans Friends. Il passe son temps à se victimiser et notamment, je crois que c'est un épisode où il veut se marier avec Emily, où il assume pas qu'il a encore des sentiments pour Rachel, et que du coup, il va rester dans beaucoup de passivité, il va ne jamais prendre de décision envers l'une ou l'autre de ces femmes-là, parce qu'il est drivé par la peur de l'abandon, et que du coup, il prend un statu quo en faisant rien, et que c'est comme ça qu'au final, il va massacrer de toute manière les deux relations. C'est la même chose. Ou même avec le Hamlet, avec son fameux être ou ne pas être, et qui va faire un monologue de interminable plutôt que de passer à l'action. Au final, tous ses proches vont mourir, lui-même y compris. Donc, compliquer la vie pour un masochiste. Vous vous reconnaissez dans votre masochiste quand vous évitez la confrontation. S'il y a un potentiel de confrontation, même s'il n'y a même pas la certitude, hein, juste le potentiel de la confrontation. À ce moment-là, vous vous dites, moi je fais le minimum pour pas avoir de compte à rendre. Je préfère décevoir toujours un petit peu légèrement mon entourage. Comme ça, au moins, je vais les habituer à pas trop m'en demander. Et ça va fonctionner, parce qu'ils vont m'en demander de moins en moins. Et un jour, je vais me sentir seul, et je pourrais croire que les autres m'aiment pas, parce qu'ils m'invitent plus, ils me proposent rien, et ils me confient même plus rien d'autre. Donc ça, c'est ce que j'appelle la prophétie de la victimisation maximum. Là, vous êtes en plein dans le maso. Là, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, là, faut tirer la sonnette d'alarme et faut passer à autre chose. Donc en conclusion de tout ça, j'espère au travers de mes expériences et de ce partage, vous avoir aidé à vous positionner sur ce triangle. C'est pas une position absolue, elle bouge constamment, tout le temps, plusieurs fois par jour, et l'idée c'est simplement d'être la majorité du temps dans votre journée dans cette énergie du guerrier. Pour ça, là, je vais vous proposer des actions et des habitudes à mettre en place là, tout de suite, pour cultiver cette majorité du temps. La première chose, ça va être de faire une activité sportive, ça c'est clair et net. Nous, en tant qu'hommes, en plus, on a une agressivité qu'il faut qu'on canalise. Donc, dans l'idéal, votre activité sportive, elle vous donne de la performance et de l'opposition. Si elle vous donne pas les deux, alors à ce moment-là, vous en faites une nouvelle d'activité sportive. Je vous prends un exemple, vous faites de la course à pied, comme moi, j'adore la course à pied. C'est un sport de performance parce qu'on a toujours une métrique à améliorer, on a toujours quelque chose à pousser dans nos limites personnelles, donc c'est parfait. Par contre, c'est pas un sport d'opposition. J'ai pas un adversaire en face, comme je pourrais en avoir un au ping-pong, au tennis, au rugby ou au karaté. Ok, quand je faisais du karaté, c'était parfait parce que j'avais performance et opposition. Cultiver votre énergie du guerrier demande de cultiver de la performance avec le dépassement personnel et de cultiver de l'opposition en canalisant votre agressivité envers un adversaire. Ça n'empêche pas du tout de cultiver l'esprit sportif et de se faire des potes et des frères d'armes et c'est parfait en fait, mais il vous faut vraiment les deux.
En 2, une to-do propre, qui est efficace et surtout qui avance. Moi, personnellement, avec tous mes business, toutes mes activités, toute la charge mentale et les centaines d'heures par semaine que j'étais capable de produire à une certaine période de ma vie, Matrice, Eisenhower, meilleur conseil. Si en plus vous pouvez l'automatiser sur Notion, nickel chrome. Moi, j'ai jamais rien trouvé d'aussi puissant. Combiné avec le Notion Calendar qui se connecte sur votre Google Agenda ou Apple ou ce que vous voulez, c'est ultra puissant en termes de productivité. J'ai jamais rien mis en place de mieux dans ma vie. Selon mon expérience, encore une fois. En 3, c'est une routine matinale structurée qui doit vous apporter un temps de méditation, mais pas n'importe laquelle, en pleine conscience, avec un temps de respiration. Pour oxygéner le cerveau, vous amener de la lucidité et que ça soit votre première action de la journée. Je vous parle pas d'une routine qui va durer 1 heure, hein. Là vraiment en 5 minutes ça peut être plié. Moi j'aime bien rajouter des sauts sur place, du tap massage pour me dynamiser et coupler avec la lucidité que ça m'apporte. La journée elle commence de la meilleure manière possible. Donc ça c'est vraiment l'astuce. Et en 4, ça va être de faire à chaque fois qu'il y en a besoin cet exercice du double observateur pour réussir à vous recanaliser tout de suite dans la bonne énergie dès que vous voyez que vous en écartez. Cultiver cette lucidité, c'est vraiment ça qui va permettre à votre énergie de jaillir pour ensuite vous apporter les résultats que vous attendez. Tout ça, c'est la voie du guerrier. Donc j'espère que ça vous aura apporté beaucoup d'outils et d'exemples concrets basés sur mon propre retour d'expérience. Je sais que pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie et je peux que vous souhaiter la même chose. Donc si le podcast vous a plu, mettez-lui une bonne note, venez me rejoindre sur Instagram, loic.skgr, c'est vraiment ici que ça se passe. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Arcane.